La Voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct ce soir. Nouveau numéro de Washington Forum consacré cette semaine à la situation en Centrafrique. Depuis 18 mois, le pays est à l'arrêt. L'arrivée des casques bleus permettra-t-elle aux autorités de la transition de redresser la Centrafrique alors que les élections seront sans doute reportées? Éclairage ce soir dans ce Washington Forum. Washington Forum. Et comme chaque semaine, merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique. Entre chaos et espoir, la Centrafrique, c'est le thème de notre émission. Dans ce pays plus grand que la Belgique et la France réunis, l'instabilité persiste depuis plus de 2 ans. Plus de 400 000 Centrafricains sont réfugiés aujourd'hui dans les pays voisins. 175 000 sont des déplacés internes. Au total, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU estime que 2,5 millions de Centrafricains ont besoin d'assistance. Et c'est dans ce contexte que depuis le 15 septembre, les casques bleus de la MINUSCA ont pris le relais des forces de l'Union africaine en Centrafrique. Un passage de relais symbolique car le gros du contingent onusien est formé par les mêmes soldats africains de la MISCA. Le point sur la situation à Bangui avec Morgane Guiriec. Dans la capitale centrafricaine, les 6 000 membres de la force de l'Union africaine ont lutté pendant des mois aux côtés des 2 000 soldats français pour restaurer l'ordre. Ils ont donc troqué leur béret pour la couleur bleue onusienne. Des contingents du Maroc, du Pakistan, du Bangladesh sont venus en renfort. Depuis 2 ans, la Centrafrique a sombré dans le chaos et la partition du pays, tant redoutée, est déjà une réalité sur le terrain. La partie nord, à majorité musulmane, est contrôlée par les différentes factions Séléka, chassées de Bangui en janvier dernier. Les Centrafricains savent que le chemin vers la paix est encore long. Ce ne sont pas les casques bleus qui devraient être la source de la paix en Centrafrique, c'est nous les Centrafricains d'abord. Il faudrait qu'on ait un seul cœur pour que notre pays change. Mais ce ne sont pas des contingents étrangers qui peuvent venir changer nos mentalités. D'abord, c'est la mentalité qui devrait changer d'abord et après on travaille avec cohésion avec les forces des casques bleus qui sont déployées sur tout le territoire. La mission onusienne comptera au final 12 000 hommes, sans compter la force française Sangaris et l'opération Euphor, aussi présente en Centrafrique. Les Centrafricains espèrent que le nouveau dispositif aura plus de moyens que par le passé. Je pense que c'est seulement le changement de casque, c'est-à-dire que de casquette, la MINUSCA passe la main à la MINUSCA. Mais ce que nous attendons, nous Centrafricains, c'est que cette force viendra donner encore un plus par rapport à la mission de la MINUSCA. Cette semaine, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est félicité de la réduction de la violence en Centrafrique, même si les violations des droits de l'homme persistent. Le vice-président du Conseil national de transition a de son côté indiqué que les élections prévues d'ici février 2015 seront sans doute repoussées. En raison de l'insécurité persistante, comment organiser un scrutin sans matériel alors que des milliers de personnes sont toujours déplacées en Centrafrique et à l'étranger? Autant d'inconnus qui inscrivent un peu plus en pointillé l'avenir des Centrafricains. Morgane Guiriec, Washington, pour la Voix de l'Amérique. Voilà, la Centrafrique à la dérive ou vers le redressement, c'est ce que nous allons tenter de comprendre ce soir dans ce Washington Forum. Nos invités cette semaine dans l'émission, depuis Bangui, nous avons le plaisir d'avoir via Skype David Brown, le chargé d'affaires de l'ambassade américaine qui vient tout juste de rouvrir cette semaine. Bonsoir. Bonsoir. Également dans la capitale centrafricaine, le professeur Gustave Bobossi Serengbe, recteur de l'université de Bangui, par téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Et en direct dans notre studio à Paris, Roland Marchal, chercheur à Sciences Po Paris. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, nous l'avons vu dans ce reportage, les casques bleus ont pris le relais, mais est-ce que ça va vraiment changer les choses? Première question pour vous, David Brown. Nous le disions, l'ambassade américaine est rouverte depuis quelques jours. C'est donc que Washington estime que la sécurité est satisfaisante sur place? Oui, je crois qu'il y a eu une nette amélioration de la situation sécuritaire ici à Bangui. Et
Je crois que, par contre, dans les provinces, ça dépend d'où. Il y a certains endroits où il y a eu aussi une nette amélioration. Et en même temps, il y a des endroits tels que Boda où la situation reste très crispée. Merci David. Et au-delà du nombre, 12 000 casques bleus, Roland Marchal, pourquoi cette mission réussirait là où les 2 000 soldats français de la force Sangaris et les 6 000 soldats africains de la MISCA ont échoué, notamment hors de Bangui? Écoutez, je crois que l'enjeu, il est d'abord politique, c'est-à-dire on a un peu tendance à penser que en voyant des chars, en voyant plus de voitures, plus de soldats, plus de casques bleus, on peut régler des problèmes politiques. C'est un peu la mode du moment, hein, on le voit sur d'autres problèmes, en pensant que les militaires sont là pour régler des problèmes qui ne sont pas les leurs. Donc non, je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'une force internationale traduit un relatif intérêt international et pour régler la crise centrafricaine, pour aider à régler cette crise centrafricaine, mais l'essentiel devra être fait, comme ça a été dit d'ailleurs très bien dans votre reportage, par les Centrafricains eux-mêmes, et c'est ce qu'on peut espérer un peu plus avec la MINUSCA, c'est-à-dire une composante civile, politique, qui va s'attacher pas simplement à régler le conflit entre deux protagonistes très différents, mais également à s'attaquer à toute une série de problèmes qui ont fourni les conditions du conflit. C'est un espoir. Il faut bien dire que lorsqu'on regarde les 15 dernières années dans ce pays, on peut penser que les Nations Unies ont échoué dramatiquement et que d'une certaine façon, il leur appartient aujourd'hui à faire mieux que les fois précédentes. Et ça, hélas, l'histoire n'est pas écrite et ce qu'on sait d'elle, c'est plutôt que les Nations Unies ont fauté, de même que l'essentiel de la communauté internationale. Alors, Roland Marchal, vous restez avec nous. Human Rights Watch appelle à renforcer d'urgence la protection des civils, notamment dans les régions de l'Est et du centre du pays où la violence sectaire s'intensifie. Professeur Gustave Bobossi, au-delà des enjeux politiques, est-ce que la Centrafrique n'est pas devenue tout simplement un espace où les bandits règnent sur de vastes zones qui échappent à tout contrôle? Je vous remercie pour cette question délicate. Mais ce que je peux dire de la République centrafricaine, que beaucoup de gens peut-être le savent et ne le disent pas, mais la RCA est le résumé de toute l'Afrique centrale. Et chacun avec une représentativité dans ce pays. Donc, ce que la République centrafricaine a connu comme mouvement n'a été qu'une réaction politique. Parce que les chrétiens qui étaient pratiquement au pouvoir depuis de nombreuses années ont réussi à pratiquement monopoliser le pouvoir. Et quand les frères du Nord sont arrivés au pouvoir, les autres qui sont d'obédience musulmane ont pratiquement soutenu. Et la conquête du pouvoir par la Séléka a été très difficile, très mal vécue par la population chrétienne. Et jusqu'aujourd'hui, cette population chrétienne était désarmée puisque l'armée centrafricaine était vaincue. Et cette armée s'est retrouvée dispersée dans la nature. Alors, professeur Bobossi... Les Balaka. Et aujourd'hui, ces Balaka, après cette crise, avec l'appui de la France. Professeur Bobossi, vous mettez un point justement. Professeur Bobossi, est-ce que vous m'entendez? Vous mettez le point là où justement c'est intéressant, la religion, on va en parler dans un instant. Mais Roland Marchal, le contingent tchadien s'est retiré il y a plusieurs mois de Centrafrique. On connaît évidemment la forte influence du régime d'Idriss Déby dans les affaires centrafricaines. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire la paix en Centrafrique sans impliquer Djamena? Écoutez, je crois que mon collègue à Bangui disait quelque chose de très juste, c'est-à-dire que la crise en Centrafrique, c'est évidemment une crise nationale, et on le voit bien dans la destruction du tissu social de ce pays, mais c'est aussi une crise régionale, c'est-à-dire que la Centrafrique, hélas, hérite de conflits qu'on n'a pas voulu régler au Darfour, ou qu'on n'a pas pu régler, à chacun d'en débattre, au Darfour et au Tchad, depuis de très longues années. Et également, si on parlait de l'autre côté, on pourrait dire également des épisodes de grand banditisme, de coupeurs de route qui, et là aussi, ont créé une certaine insécurité. Donc, la question qui se pose, et c'est là la difficulté de la MINUSCA, c'est qu'elle devra
disons, régler une crise qui paraît pour les gens avoir débuté il y a un an et demi, alors qu'en fait c'est une crise longue, et c'est une crise longue qui est à la fois nationale et à la fois régionale. Ouais. Et là, on sent évidemment que les grandes puissances, les États-Unis représentés dans cette émission, mais également la France, sont quand même très réticentes à évoquer ces aspects, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens de régler les conflits au Darfour, typiquement, soit parce que M. Idriss Déby est un des grands alliés aujourd'hui de l'Occident dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Eh bien, on va justement poser la question. David Brown, le principal danger finalement actuellement en Centrafrique, ne vient-il pas de l'éclatement des belligérants, à savoir les ex-Séléka et les anti-Balaka? Ces deux entités semblent aujourd'hui désintégrées en une multitude de sous-groupes sans véritablement avoir un commandement central. David Brown, avec qui dialoguer quand les alliances se font et se défont presque quotidiennement sur le terrain? Oui, bon, c'est une très bonne question et je crois que, par exemple, au sein des ex-Séléka, effectivement, il y a Lutodia qui est à l'étranger mais tente toujours de tirer de ficelle. Il y a Noureddin Adam au nord qui a ses alliés dans son groupe ethnique. Il y a Dafan, d'autres acteurs de Séléka. Je crois que par le dialogue à la base d'abord et un dialogue national, en même temps un effort de la part du gouvernement centrafricain et avec accompagnement de la communauté internationale, développer des plans, par exemple en ce qui concerne désarmement, démobilisation, réinsertion et aussi réforme du secteur de sécurité, on peut proposer des conditions qui pourraient mener à un accord global avec des compromis de tous côtés et finalement on doit trouver une solution. C'est effectivement, même au sein des anti-Balaka, c'est ambigu, c'est flou. Qui est le leader? Est-ce qu'il y a vraiment des fidèles qui écoutent ce que disent ces leaders? C'est une situation complexe. Oui. Alors, mais je crois qu'il y a moyen de trouver une solution en fin de compte. Alors, on rappelle pour ceux qui nous regardent qu'en juillet dernier, le Forum de Brazzaville a accouché d'un accord de cessez-le-feu qui a aussitôt été dénoncé par une partie de la Séléka. On a vu récemment à Bambari des combats entre le général Soundeko et le général Ali Daras. Roland Marshall, que faut-il retenir de ce forum? Est-ce une nouvelle occasion ratée de sauver la Centrafrique? Écoutez, ce forum, c'est un peu l'expression des contradictions. C'est-à-dire que d'un côté, on a une communauté régionale. Pensez que c'est donc Denis Sassou Nguesso qui organise ça, cette réunion, mais qui en même temps laisse l'organisation propre, c'est-à-dire la définition des délégations, au gouvernement intérimaire centrafricain. Il faut se dire, alors que le but de cette réunion était de signer un accord de cessation d'hostilité, initialement sur les 170 invités, 11 seulement devaient représenter la Séléka et plus de 48 représentaient le gouvernement. C'est-à-dire que on est dans une situation où il y a des gens encore en Centrafrique, et notamment à l'intérieur du gouvernement, qui pensent que c'est business as usual et que s'il y a une conférence internationale, ça veut dire qu'il y a des per diem. Il n'y a pas eu de per diem. Malgré tout, il y a eu de l'argent qui a été distribué et que donc on peut faire de la politique comme si rien ne s'était passé dans son pays. Et évidemment, cette conférence aboutit à un accord. Si vous lisez le texte de l'accord, vous verrez que c'est très confus, relativement contradictoire. Ça parle de tout et de choses très précises et de choses complètement générales. Alors, c'est un mauvais texte, il faut le dire, mais en même temps, c'est un texte qui a eu, dans un premier temps, il faut se souvenir, juste après la signature, ça a eu un effet extrêmement positif sur la population, de toutes tendances confondues. Le problème est qu'il fallait avancer et avancer très vite par rapport à la population et que le gouvernement a fait ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire créer des commissions, avec les Nations Unies d'ailleurs, et donner à manger un peu à ses clients.
Et donc, si vous voulez, la dynamique de l'accord de Brazzaville, qui n'est pas un bon accord en toute rigueur, a été perdue parce que ça s'est dévoyé dans les erreurs classiques des élites politiques centrafricaines d'un côté, et puis de l'autre côté, dans une chronique absolument surréaliste sur le choix du nouveau Premier ministre et d'un nouveau gouvernement, qui a duré plus d'1 mois. Donc, c'est parce qu'il y a tous ces épisodes-là que finalement Brazzaville est en train de s'épuiser. Et je pense que si on était un peu plus rigoureux, on poserait les problèmes peut-être autrement. C'est-à-dire qu'évidemment, on a un conflit entre Anti-Balaka et Seleka, mais il y a un gouvernement centrafricain qui joue ses cartes. Et peut-être faudrait-il parler de celle-ci. Et de la même façon, peut-être que c'est un peu illusoire de considérer que la Seleka et les Anti-Balaka représentent le même type de mouvement. Voilà, vous restez avec nous. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose de marquer une pause et je vous retrouve juste après pour la suite de Washington Forum. La Voix de l'Amérique, c'est votre information, votre partenaire interactif. L'excellence journalistique, des professionnels reconnus, des nouvelles du monde entier et bien sûr une fenêtre sur l'expérience américaine à la radio, la télévision, sur Internet et téléphone portable. La VOA, une information vérifiée, les temps forts de l'actualité en temps réel sur le terrain grâce à nos reporters déployés sur les 5 continents et notre rédaction centrale à Washington qui vous propose des programmes en plus de 40 langues différentes. La VOA, c'est aussi l'actualité américaine. Avec nous, découvrez les États-Unis. Le partage de l'information, les médias sociaux, des blogs, des vidéos de nos citoyens journalistes. La Voix de l'Amérique, c'est une information fiable, objective, des opinions libres de toute censure, des échanges d'idées à l'échelle mondiale. Prenez part au débat. La VOA, toujours au cœur de l'actualité. Toujours avec vous. Restez informés. Voilà, merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique. De retour à Washington pour parler de cette crise centrafricaine. Comme chaque semaine, vous avez été très nombreux à nous laisser vos messages sur notre page Facebook. Merci. En voici quelques exemples. Sako Moussa de Conakry en Guinée. Il nous dit « J'ai beaucoup d'espoir avec la venue des casques bleus en Centrafrique. La paix reviendra petit à petit. Les premières forces et le gouvernement ont réussi à baliser le terrain. On assiste à une accalmie dans le pays. Il faut soutenir cette initiative. » Faustin Chamin, il est à Matadi, c'est en République démocratique du Congo. Et j'estime bien qu'il faut prolonger la transition étant donné que la mission qui lui a été confiée n'a pas été atteinte. La présidente fournit beaucoup d'efforts pour instaurer la paix en Centrafrique, mais la vraie paix viendra des soldats africains et non des casques bleus. Et puis Abdoulaye Sylla de Bamako au Mali, je suis contre l'intervention des casques bleus en Centrafrique, car le maintien de la paix en Afrique est devenu un véritable business. Exemple chez moi au Mali, où l'ONU a montré ses limites lors de la visite du Premier ministre à Kidal. Enfin, Brice Paterne Kitilly de Lille en France. La transition ne pourra être sauvée parce que la présidente de la transition en Centrafrique fait du pilotage à vue. Elle ne maîtrise pas la donne et ne fait pas travailler les Centrafricains qui le méritent afin de relever les défis. Voilà pour ces commentaires Facebook. Nos invités cette semaine depuis Bangui via Skype, David Brown, le chargé d'affaires de l'ambassade américaine qui vient tout juste de rouvrir cette semaine. Également dans la capitale centrafricaine, le professeur Gustave Bobossi Serengbe, recteur de l'université de Bangui. En direct depuis notre studio à Paris, Roland Marchal, chercheur à Sciences Po Paris. Voilà, messieurs, Catherine Samba Panza, la présidente de la transition centrafricaine, est arrivée ce jeudi à Washington où elle doit rencontrer des membres du Congrès avant de participer la semaine prochaine à l'ONU à l'Assemblée générale. Alors, évidemment, beaucoup dénoncent un constat d'échec depuis son élection le 20 janvier dernier. Professeur Gustave Bobossi, qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que Mme Samba Panza a fait un effort puisqu'elle a été l'émanation du peuple et dès le départ, elle a mesuré la crise centrafricaine et avec l'accord de son gouvernement et de la communauté centrafricaine et de ses conseillers, elle a accepté solliciter la présence des forces des Nations Unies pour venir accompagner la Centrafrique dans le processus de paix. Donc aujourd'hui, beaucoup d'opinions se sont levées, mais dans la réalité, avec ce que la MISCA a fait pour la RCA, la paix est légèrement revenue, il y a un apaisement, il y a un changement qui s'opère, la population attendait cette paix, et avec l'arrivée de la MISCA aujourd'hui,
je pense qu'il y a de l'espoir. Et tout cela, on peut dire que c'est à l'actif de Mme Samba Panza et son équipe. Alors, professeur Gustavo Bossi, on va poser la question à David Brown. On sait que les Américains sont très scrupuleux en matière de transparence et d'utilisation des fonds publics. Est-ce que vous êtes satisfait de la gestion de la transition? On sait que beaucoup de millions de dollars d'aide sont déjà parvenus à Bangui pour redresser le pays. Mais pour quel résultat, David Brown? Si j'ai bien compris la question, concerne la transparence et tout à fait. Les efforts du gouvernement. C'est tout à fait ça. Est-ce que vous pourriez répéter la question? Je vous demande si, au vu des millions de dollars qui ont été versés pour aider la Centrafrique, Washington est satisfait de la gestion de ces fonds. Bon, je crois que nous sommes globalement satisfaits. Il y a eu une réponse considérable de la part de la communauté internationale à la crise humanitaire. En ce qui concerne l'utilisation, par exemple, de 100 millions de dollars du département de la Défense et du département d'État pour transporter les troupes burundais et rwandais, aussi l'envoi d'équipements, on n'a pas constaté des problèmes de transparence. En ce qui concerne les fonds qui ont été donnés par des pays voisins de l'RCA, tels que l'Angola, la République du Congo, etc. C'est une question que le Fonds monétaire international est en train d'examiner avec le gouvernement centrafricain. Je sais qu'il y a eu beaucoup de conseillers techniques dans plusieurs ministères du gouvernement qui aident aux centrafricains à mieux gestionner les dépenses publiques. Oui, alors Roland Marchal, mais est-ce que finalement, avec cette crise centrafricaine, on l'a dit, d'une gravité sans précédent, est-ce que c'est vraiment raisonnable d'avoir un gouvernement avec une trentaine de ministres? Oui, c'est le problème qu'il faut se poser. Là, mon collègue, par exemple, qui est à l'université de Bangui, sait que dans le précédent gouvernement, il y avait un ministre d'éducation. Et puis, les universitaires n'étaient pas très contents de ce ministre pour un certain nombre de raisons qu'on peut partager. Et donc maintenant, il y a deux ministres. Il y a un ministre de l'Éducation, la même qu'auparavant, et puis il y a un ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, qui est d'ailleurs un collègue, un historien et collègue de notre ami à Bangui. Donc, est-ce que c'est ça? Ensuite, on parle de l'argent qui est donné. Maintenant, le gouvernement centrafricain, si vous voulez, n'est plus démuni comme il l'était au mois de janvier. En gros, entre chaque mois, il y a à peu près 3,5 milliards de francs CFA qui sont collectés, soit comme impôts sur les sociétés, soit comme taxes de douane. Qu'est-ce qui se passe avec cet argent-là? Quelle transparence y a-t-il? Combien d'argent on dépense pour les voyages des ministres et de leurs délégations, en général très nombreuses en ce moment à l'étranger, par rapport aux urgences du pays, notamment le paiement du salaire des militaires qui permettrait à l'ensemble de la fonction publique d'être payé tous les mois. Bon, c'est ces questions-là auxquelles on aimerait voir le gouvernement répondre, et on aimerait aussi avoir une communauté internationale qui soit un peu plus rigoureuse, parce que éviter la question, comme cela vient d'être fait par monsieur le chargé de l'affaire d'ambassade américaine, c'est finalement laisser l'impression à la population de Bangui, moi j'étais à Bangui il y a quelques semaines, que finalement on continue comme avant. On a des grands discours sur la lutte contre l'impunité. On va poser la question à David Brown. On va poser la question à David Brown. Roland Marchal, très rapidement, monsieur Brown, quelle est votre réponse justement à cette intervention de Roland Marchal? Bon, disons qu'en tant que diplomate, parlant avec les médias, on ne révèle pas toutes les discussions en privé, tous les entretiens que nous avons avec le gouvernement, les conversations avec les autres partenaires de la communauté internationale afin de travailler ensemble pour promouvoir la transparence et la bonne gestion du gouvernement. Donc je vous assure que de la part de notre gouvernement, on a déjà abordé, même dans les quelques jours depuis notre arrivée de ce dimanche, j'ai déjà abordé cette question de transparence
de façon tranchante avec des hauts responsables du gouvernement. Mais je ne peux pas malheureusement partager les détails avec vous parce que je suis diplomate. Merci beaucoup David Bond. On va aussi rappeler évidemment que ces élections tant attendues pour février 2015 étaient évidemment reportées selon vraisemblablement ce qui a été annoncé par le président de l'autorité nationale des élections. Messieurs, on va vous remercier tous pour votre participation à cette émission Washington Forum consacrée à la Centrafrique. Merci d'avoir été avec nous depuis Bangui et depuis Paris. Mais avant de conclure notre émission, faisons le point sur la terrible épidémie d'Ebola qui progresse inlassablement en Afrique de l'Ouest et qui malheureusement continue de tuer près de 9 mois après avoir été signalée. Selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, 2622 personnes sont déjà mortes et près de 5335 cas détectés. Pour la Banque mondiale, l'impact économique d'Ebola pourrait être catastrophique en Sierra Leone, en Guinée, au Libéria, en raison de la peur qui paralyse les activités. Et signe de la mobilisation internationale croissante, le Conseil de sécurité, saisi en urgence par les États-Unis, devait se prononcer ce jeudi sur un projet de résolution contre la propagation de l'épidémie. Une telle initiative est rarissime dans le domaine de la santé, alors que l'ONU a estimé les besoins de financement à près d'1 milliard de dollars. Barack Obama a appelé à agir vite face à l'épidémie. Le président américain a annoncé depuis Atlanta l'envoi de 3000 soldats américains sur le terrain. Les militaires participeront en particulier à la construction de nouveaux centres de traitement. Barack Obama a aussi décidé la mise en place d'un pont aérien pour acheminer le personnel sanitaire et le matériel plus rapidement vers l'Afrique de l'Ouest, ainsi que d'une base intermédiaire au Sénégal. On écoute cet extrait du discours du président américain. Le système de santé dans ces pays est déjà faible et risque de s'effondrer. Des patients sont refusés et les gens meurent littéralement dans les rues. Et la dure réalité, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, l'Ebola est une épidémie comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. Le virus se propage sans contrôle, ça empire rapidement et de façon exponentielle. Aujourd'hui, des milliers de personnes sont infectées en Afrique de l'Ouest. Ce chiffre pourrait rapidement atteindre des dizaines de milliers. Voilà pour cette intervention du président américain. Merci d'avoir été avec nous sur ce Washington Forum. On rappelle évidemment la situation en Centrafrique avec plus de 400 000 Centrafricains qui sont considérés comme réfugiés dans les pays voisins, mais également plus de 175 000 qui sont des déplacés internes. Au total, le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies estime que 2,5 millions de Centrafricains sont dans le besoin. Et l'on le rappelle évidemment, cette nécessité qui sera abordée dès la semaine prochaine à l'ONU au cours de l'Assemblée générale des Nations unies. On se souvient qu'une réunion spéciale va être tenue, notamment en présence du secrétaire d'État américain John Kerry, mais également de Catherine Samba-Panza, la présidente de la transition, qui sera notre invitée demain au cours d'une interview qu'elle accordera à la Voix de l'Amérique. L'occasion pour Catherine Samba-Panza de répondre à toutes les questions qui se posent autour de la transition centrafricaine. Et ne manquez pas également cette interview qui sera diffusée simultanément sur la radio et la télévision. Et nous vous donnons évidemment rendez-vous sur notre site internet, le www.lavoixdelamérique.com. Ainsi s'achève ce Washington Forum. Merci à tous de nous avoir suivis. On va remercier évidemment Marika Ourb, Timothée Donangmai et Linda Ridge pour la préparation de cette émission. Vous pouvez toujours nous retrouver sur notre page Facebook ou sur notre site internet www.lavoixdelamérique.com. Je vous souhaite une excellente soirée avec La Voix de l'Amérique.